Les vagues de 10 mètres frappèrent la coque du Marie-Claire avec une violence qui faisait trembler même les eaux les plus solides. Capitaine Henri Moreau, agrippé au gouvernail, sentait chaque coup de mer dans ses articulations vieillissantes, mais ses mains expérimentées ne tremblaient pas. À 52 ans, il avait affronté plus de tempêtes que n'importe quel marin de la côte bretonne, et celle-ci, bien qu'impressionnante, ne serait pas celle qui aurait raison de lui. Les embruns salés fouettaient son visage buriné par des décennies d'exposition aux éléments, et ses yeux gris, habitués à scruter l'horizon même dans les pires conditions, ne quittaient pas la mer déchaînée qui s'étendait devant lui comme un champ de bataille liquide. « Capitaine !» cria Jean-Luc par-dessus le hurlement du vent, son ciré jaune battant contre son corps comme un drapeau fou. Les prévisions météo disaient la force 8, mais ça ressemble plutôt à du force 10. Le jeune homme de 25 ans faisait partie de l'équipage depuis 3 ans, et Henri voyait dans ses yeux cette inquiétude que tous les marins connaissent quand la mer devient plus forte que prévu. Ses cheveux blonds détrempés collaient à son front, et ses mains serraient nerveusement la rambarde du pont, tandis que le bateau dansait sur les vagues comme un bouchon de liège. Henri plissa ses yeux gris, la pluie battante lui brouillant partiellement la vue. La météo, elle peut se tromper, mon gars, mais la mer, elle ne ment jamais. Et là, elle nous dit qu'on rentre au port, et vite. Sa voix grave, marquée par l'accent breton chantant de sa jeunesse passée à Douarnenez, portait cette autorité naturelle que seules des décennies en mer peuvent forger. Il ajusta sa casquette de marin trempé, un cadeau de sa défunte épouse Marie pour son 40e anniversaire, et dirigea le bateau vers leur port d'attache, où les lumières commençaient à danser comme des étoiles tremblantes dans la brume épaisse, qui enveloppait la côte bretonne. Le Marie-Claire, un chalutier de 22 mètres aux flancs bleus et blancs écaillés par les années, avait été son compagnon fidèle pendant 15 longues années de pêche. Henri l'avait acheté avec l'héritage de son père François, lui aussi capitaine et figure respectée du port, et avait choisi ce nom en mémoire de sa défunte épouse Marie et de sa mère Claire, disparue quand il n'avait que 16 ans. Chaque planche de ce bateau connaissait ses mains calleuses, chaque bruit du moteur parlait à son oreille experte comme une mélodie familière. Aujourd'hui, le vieux diesel Caterpillar de 400 chevaux ronronnait avec difficulté contre les éléments déchaînés, mais Henri savait qu'il tiendrait bon, comme il l'avait toujours fait dans les moments critiques. « Patron, regardez là-bas !» La voix rauque de Michel, le plus ancien de l'équipage après Henri, perça soudain la cacophonie assourdissante de la tempête. Le quinquagénaire aux cheveux grisonnants et à la barbe poivre et sel pointait vers tribord, où quelque chose d'inhabituel flottait entre les vagues monstrueuses qui se dressaient comme des montagnes liquides. Henri attrapa ses jumelles Zeiss, cadeau de Marie pour leur 10e anniversaire de mariage, et tenta de faire le point malgré les mouvements erratiques du bateau qui montait et descendait comme un ascenseur fou. Au début, il ne distingua que des débris épars, probablement les restes d'un petit bateau de plaisance qui n'avait pas eu la sagesse de regagner la côte à temps avant que la tempête ne devienne incontrôlable. Des morceaux de bois blanc, une bouée orange déchirée, un bout de voile déchiré qui flottait comme un fantôme sur l'eau noire. Mais alors qu'une vague plus haute que les autres soulevait les débris vers le ciel gris, Henri aperçut quelque chose qui fit battre son cœur plus fort que la tempête elle-même, une silhouette humaine, agrippée désespérément à ce qui semblait être un morceau de coque renversé, luttant contre la mort avec une détermination qui lui rappela douloureusement sa propre lutte contre le destin. « Bon sang de bon sang !» marmonna-t-il entre ses dents serrées, une expression qu'il n'utilisait que dans les moments les plus graves. Dans toute sa carrière de 3 décennies, il avait participé à une 12aine de sauvetages en mer, certains héroïques, d'autres tragiques, mais jamais dans de telles conditions météorologiques. Les souvenirs de Marie lui revinrent comme un coup de poing dans l'estomac. Cette nuit de novembre où elle était morte dans un accident de voiture pendant qu'il était en mer, incapable de la sauver, incapable d'être là quand elle avait eu besoin de lui. Si seulement il avait été là ce soir-là, si seulement il n'avait pas choisi une fois de plus la mer plutôt que sa femme qui réclamait sa présence. « Jean-Luc, prépare les cordes de sauvetage. Michel, aide-moi à manœuvrer ce rafio. » Henri prit une décision qui engagerait bien plus que cette seule journée d'octobre. Il savait pertinemment que s'approcher des débris par cette mer démontée représentait un risque énorme pour son équipage de 3 hommes et son bateau, mais laisser quelqu'un mourir sous ses yeux était tout simplement impensable pour un homme qui portait déjà le poids d'une mort sur sa conscience. « On va chercher ce pauvre diable, et que Dieu nous aide. » Le Marie-Claire vira difficilement. Son gouvernail protestait contre les efforts d'Henri, luttant contre les vagues qui semblaient vouloir l'éloigner du naufragé,
comme si la mer jalouse refusait de lâcher sa proie. Henri mit toute son expérience de marin aguerri dans cette manœuvre délicate, calculant chaque mouvement, anticipant chaque vague, utilisant son instinct forgé par des milliers d'heures passées à combattre les éléments. L'adrénaline coulait dans ses veines comme elle ne l'avait pas fait depuis des années, réveillant en lui cette passion brute pour la mer, qui l'avait toujours animé malgré les tragédies qu'elle lui avait apportées. Plus ils s'approchèrent des débris, qui dansaient sur l'eau comme des jouets cassés, plus Henri distinguait clairement la personne accrochée désespérément au reste du naufrage. C'était une femme, ses longs cheveux bruns collés sur son visage livide par l'eau salée et le froid, ses vêtements trempés révélant une silhouette qui le surprit par sa jeunesse. Elle portait ce qui ressemblait à un épais manteau d'hiver de couleur sombre, bien trop grand pour elle, et quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle se tenait recroquevillée contre les éléments, intrigua profondément le capitaine expérimenté, qui avait appris à lire les gens comme il lisait la mer. « Madame! Madame, vous m'entendez » cria Jean-Luc de toute la force de ses poumons, d'abord en français puis en anglais, au cas où elle serait une touriste étrangère prise au piège de la tempête. La femme leva la tête avec une difficulté évidente, et Henri put voir ses yeux sombres, élargis par la peur et l'épuisement total, mais aussi par quelque chose d'autre qu'il n'arrivait pas à identifier. Elle était jeune, probablement dans la vingtaine, et quelque chose dans son regard perdu lui rappela douloureusement Marie lors de leur première rencontre sur le port de Douarnenez, quand elle avait seulement 19 ans, et lui 25. « Elle est consciente !» hurla Michel par-dessus le vacarme infernal de la tempête, ses mots presque emportés par le vent. « Mais elle a l'air à bout de force, patron. » Le marin expérimenté aux mains noueuses par l'arthrite avait déjà préparé la bouée de sauvetage orange et se tenait prêt à la lancer dès qu'il serait assez proche, ses gestes précis malgré le roulis violent qui faisait tanguer dangereusement le pont du chalutier. Henri manœuvra avec une précision chirurgicale, utilisant les vagues plutôt que de lutter aveuglément contre elles, une technique que son père lui avait enseignée des décennies plus tôt. C'était un art que peu de marins maîtrisaient vraiment, cette capacité quasi mystique à faire danser un bateau de 20 tonnes avec la grâce d'un danseur de ballet. Chaque seconde qui s'écoulait comptait énormément, car il voyait bien que la femme s'affaiblissait rapidement, ses prises sur les débris glissants se relâchant dangereusement à chaque nouvelle vague qui la submergeait partiellement. « Maintenant, Michel !» cria-t-il au moment précis où une accalmie relative se présentait, et Michel lança la bouée de sauvetage avec une précision née de décennies d'expérience en mer. L'objet orange fendit l'air chargé d'embrun salé et atterrit à moins d'1 mètre de la naufragée épuisée. Elle tendit un bras tremblant de froid et de fatigue et réussit miraculeusement à l'attraper, s'y accrochant comme à la vie elle-même, ses doigts blanchis par les forces crispant sur le plastique salvateur. Alors qu'il la hissait lentement vers le pont du Marie-Claire, chaque geste rendu difficile par les mouvements imprévisibles du bateau, Henri remarqua quelque chose d'étrange et troublant dans la façon dont elle se mouvait. Quelque chose qu'il n'arrivait pas à identifier précisément, mais qui éveillait en lui une inquiétude nouvelle et inexplicable. Quand elle fut enfin sur le pont, trempée jusqu'aux os et grelottante de tous ses membres, Michel l'enveloppa immédiatement dans une épaisse couverture de survie argentée, tandis que Jean-Luc lui apportait une tasse de café brûlant du thermos de l'équipage, ses gestes empressés trahissant son émotion face à ce sauvetage miraculeux. « Comment vous appelez-vous, madame ?» demanda Henri en s'agenouillant près d'elle sur le pont mouillé, sa voix grave devenue soudain plus douce maintenant qu'elle était enfin en sécurité à bord de son bateau. La femme le regarda avec des yeux noirs, où se mêlaient une reconnaissance profonde et une méfiance instinctive, qui troubla profondément le capitaine habitué à inspirer confiance. Elle ouvrit ses lèvres bleues par le froid pour parler, mais seuls des mots étranglés et incompréhensibles sortirent de sa gorge irritée par l'eau salée qu'elle avait avalée. C'est précisément à ce moment-là, alors qu'elle tentait péniblement de se redresser en s'appuyant sur ses coudes, que Henri comprit enfin ce qui l'avait tant intrigué depuis qu'il l'avait aperçu. Sous le manteau d'hiver trempé et déformé, la forme révélatrice de son corps lui révéla une évidence qui le frappa comme un véritable coup de tonnerre. Cette femme mystérieuse était enceinte, très enceinte même, probablement dans son 8e mois. Le mystère s'épaississait comme le brouillard sur la côte, et Henri Moreau, qui pensait sincèrement avoir tout vu et tout vécu en 30 longues années de mer, réalisait avec stupéfaction que cette tempête d'octobre allait changer le cours de sa vie d'une façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer, même dans ses rêves les plus fous. Chapitre 2. Secret dans la tempête. « Mon Dieu !» murmura Henri, ses yeux expérimentés ne pouvant détacher leur regard du ventre arrondi de la femme qui gisait sur le pont de son bateau. Dans la cabine exiguë du Marie-Claire,
À l'abri relatif des éléments déchaînés, l'évidence de sa grossesse avancée devenait impossible à ignorer. La tempête continuait de secouer violemment le chalutier, mais Henri sentait qu'une autre tempête, bien plus personnelle, venait de commencer dans sa propre existence. Jean-Luc et Michel échangèrent des regards inquiets, comprenant instinctivement que cette situation dépassait largement un simple sauvetage en mer. « Madame, il faut nous dire votre nom », insista doucement Henri en s'accroupissant près d'elle, ses genoux protestant contre l'humidité glacée qui imprégnait ses vêtements. La femme le regardait avec des yeux sombres, où la peur le disputait à l'épuisement, ses cheveux bruns encore dégoulinant d'eau salée encadrant un visage pâle, mais étonnamment déterminé. Elle semblait hésiter, comme si révéler son identité représentait un danger plus grand que la mort qu'elle venait d'éviter de justesse dans les eaux déchaînées de l'Atlantique. « Élise », finit-elle par chuchoter d'une voix rauque, ses cordes vocales malmenées par l'eau de mer qu'elle avait ingurgitée. Élise Dubois. Son accent trahissait ses origines parisiennes, ce français policé des beaux quartiers qui contrastait étrangement avec l'environnement rustique du bateau de pêche breton. Henri remarqua immédiatement la façon dont elle avait hésité avant de donner son nom de famille, comme si elle pesait soigneusement chaque mot, chaque information qu'elle acceptait de révéler à ces inconnus qui venaient de lui sauver la vie. « Et le bébé ?» demanda Michel avec cette brusquerie caractéristique des marins bretons, mais Henri perçut dans sa voix cette tendresse particulière que le quinquagénaire réservait aux situations impliquant des enfants. Michel était père de 4 filles et grand-père de 7 petits-enfants, et la vue d'une femme enceinte en détresse éveillait en lui des instincts protecteurs aussi puissants que les courants marins qu'il avait forgés. « Pour quand est-ce prévu, Madame Élise ?» Élise posa instinctivement ses mains sur son ventre, un geste protecteur et maternel qui émut profondément Henri. « Dans quelques semaines ?» répondit-elle en évitant soigneusement leur regard, ses yeux fixés sur ses mains tremblantes. J'étais en route vers l'Angleterre quand la tempête a surpris mon bateau. » Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots, et Henri comprit qu'il y avait bien plus derrière cette explication lacunaire qu'elle ne voulait bien l'admettre. « L'Angleterre ?» s'étonna Jean-Luc, en ajustant la couverture autour des épaules d'Élise. « Avec un petit voilier par cette météo ? Madame, c'est de la pure folie. Les gardes-côtes avaient émis des avis de tempête pour tout le golfe de Gascogne depuis 2 jours. Le jeune marin ne pouvait dissimuler son incrédulité face à une telle imprudence, lui qui avait appris dès l'enfance à respecter les caprices de l'océan Atlantique et ses colères imprévisibles. Élise ferma les yeux un instant, et Henri vit passer sur son visage une expression de douleur qui n'avait rien à voir avec ses blessures physiques. « Je n'avais pas le choix », murmura-t-elle si bas, que ses mots furent presque couverts par le grondement sourd du moteur diesel et les gémissements de la coque sous les assauts répétés des vagues. Il fallait que je parte, que je m'éloigne, avant qu'il ne soit trop tard. Ces paroles énigmatiques flottèrent dans l'air confiné de la cabine comme une confession inachevée, laissant les 3 hommes perplexes et inquiets. Henri sentit son instinct de protection s'éveiller, ce même instinct qui l'avait poussé à risquer sa vie et celle de son équipage pour sauver cet inconnu. Il y avait quelque chose dans la voix d'Élise, dans sa façon de détourner le regard quand elle parlait, qui lui rappelait douloureusement Marie lors de leur dernière dispute, quand elle lui reprochait ses absences prolongées en mer et qu'elle cachait sa propre souffrance derrière des sourires forcés. « Madame Élise, vous êtes en sécurité maintenant, » dit-il d'une voix ferme mais rassurante. « Personne ne vous fera de mal sur mon bateau. Je vous en donne ma parole de capitaine. » La jeune femme le regarda alors directement dans les yeux pour la première fois depuis son sauvetage, et Henri fut frappé par l'intensité de ce regard où se mêlaient reconnaissance et une vulnérabilité touchante. « Vous ne comprenez pas ?» chuchota-t-elle en serrant ses mains sur son ventre. « Il va me chercher. Il ne me laissera jamais partir avec son enfant. Il a des relations, du pouvoir. Il peut me retrouver n'importe où en France. » Sa voix tremblait maintenant, et Henri comprit qu'il venait de sauver bien plus qu'une simple naufragée. Ils avaient recueilli une femme en fuite, probablement victime de violences domestiques. « Son enfant ?» répéta Michel, les sourcils froncés. « Le père, c'est lui qui vous a fait du mal ?» Son ton avait durci, révélant cette haine instinctive que nourrissent les hommes honorables envers ceux qui s'attaquent aux femmes et aux enfants. Ses poings se serrèrent involontairement, et Henri reconnut dans les yeux de son second cette colère froide qu'il avait déjà vue lors de bagarres dans les bars du port, quand quelqu'un s'avisait de manquer de respect à une femme. Élise ne répondit pas verbalement, mais son silence et la façon dont elle détourna à nouveau le regard constituaient une réponse plus éloquente que tous les discours. Henri sentit une rage sourde monter en lui, une colère qu'il n'avait pas ressentie depuis la mort de Marie,
quand l'injustice du destin l'avait laissé seul face à sa culpabilité et ses regrets. Cet homme, quel qu'il soit, avait poussé une femme enceinte à risquer sa vie et celle de son enfant à naître plutôt que de rester auprès de lui. « Écoutez-moi bien, Madame Élise », déclara Henri avec cette autorité naturelle qui commandait le respect depuis 3 décennies. « Tant que vous serez sur mon bateau, vous êtes sous ma protection. Et quand nous arriverons au port, vous resterez sous ma protection aussi longtemps que nécessaire. » Il marqua une pause, pesant soigneusement ces mots suivants. « J'ai une maison à Douarnenez, assez grande pour 2 personnes. Ma femme n'est plus là pour l'occuper. Vous pourrez y rester le temps qu'il faudra. » Jean-Luc et Michel échangèrent un regard surpris. Depuis la mort de Marie 5 ans plus tôt, Henri n'avait jamais invité personne chez lui, préférant la solitude de sa maison face à la mer, aux complications des relations humaines. Cette proposition spontanée révélait un changement profond chez leur capitaine, comme si le sauvetage d'Élise avait réveillé en lui une humanité qu'il avait cru définitivement enfouie avec sa défunte épouse. « Je ne peux pas accepter », protesta faiblement Élise, mais Henri perçut dans sa voix qu'elle était tentée par cette offre inattendue. « Vous ne me connaissez pas. Je pourrais vous apporter des ennuis, des problèmes que vous n'imaginez même pas. Et puis, je n'ai pas d'argent pour vous payer. J'ai tout perdu dans le naufrage. » Sa voix se brisa à nouveau, et des larmes silencieuses se mélangèrent à l'eau salée qui séchait encore sur ses joues. « L'argent ?» Henri eut un rire amer qui résonna étrangement dans la cabine exiguë. « Madame, j'ai vécu 52 ans sur cette terre, dont 30 en mer. J'ai appris que l'argent ne vaut rien quand on a perdu ce qui compte vraiment. Ma femme est morte pendant que j'étais en train de pêcher, obsédée par le profit et les prises du jour. Je n'étais pas là quand elle a eu besoin de moi, et aucune somme d'argent ne pourra jamais racheter cette faute. » Il marqua une pause, ses yeux gris fixés sur l'horizon invisible à travers le hublot embrumé. « Peut-être que sauver votre enfant me donnera une seconde chance de faire les choses correctement. » Le Marie-Claire continuait sa progression laborieuse vers le port de Douarnenez, chaque vague franchit les rapprochant de la sécurité relative de la terre ferme. Mais Henri savait désormais que leur arrivée au port ne marquerait pas la fin de cette aventure, mais plutôt le début d'une nouvelle responsabilité qui transformerait sa vie solitaire et ordonnée. En regardant Élise qui sommeillait enfin épuisée par les épreuves de la journée, il sentit renaître en lui un sentiment qu'il avait cru mort avec Marie, l'espoir d'être utile à quelqu'un, de protéger une vie vulnérable, de donner un sens à ses propres blessures, en aidant quelqu'un d'autre à guérir les siennes. La tempête s'apaisait lentement à l'extérieur, mais Henri pressentait qu'une autre aventure, plus complexe et plus personnelle, ne faisait que commencer. Chapitre 3. Un refuge inattendu. Les lumières du port de Douarnenez brillaient, comme des étoiles protectrices dans la brume matinale qui s'étendait sur la côte bretonne. La tempête avait cédé place à une accalmie brumeuse, laissant une mer encore houleuse mais apaisée. Henri manœuvra le Marie-Claire avec précision entre les autres bateaux de pêche qui avaient trouvé refuge au port, leurs mâts oscillant doucement, comme des métronomes marquant le retour à la normalité après la fureur nocturne des éléments. Élise dormait profondément dans la cabine, enveloppée dans plusieurs couvertures que Michel avait disposées autour d'elle. Son visage, détendu par le sommeil, révélait sa jeunesse et une beauté naturelle que les épreuves n'avaient pas réussi à ternir. Henri l'observait discrètement depuis le poste de pilotage, troublé par cette sensation de responsabilité qui l'envahissait. Cela faisait 5 ans qu'il n'avait pas ressenti le besoin de protéger quelqu'un. « Patron », murmura Jean-Luc en s'approchant, « qu'est-ce qu'on va dire aux autres? Vous savez comment sont les gens du port. Ils vont poser des questions, inventer des histoires. » Le jeune marin avait raison de s'inquiéter. Douarnenez était une petite communauté où tout le monde se connaissait depuis des générations, où les nouvelles circulaient plus vite que les marées. Henri réfléchit un moment, observant les premières silhouettes matinales qui s'activaient sur les quais. Des pêcheurs vérifiaient leurs filets, des marins inspectaient les dégâts causés par la tempête, des femmes scrutaient l'horizon pour s'assurer que tous les bateaux étaient rentrés sains et saufs. On dira la vérité, Jean-Luc. On a sauvé une naufragée, point final. Le reste ne regarde personne d'autre que nous. Sa voix portait cette fermeté tranquille qui caractérisait les décisions irrévocables. Michel, qui vérifiait les amarres avec ses gestes précis d'ancien marin, se redressa et s'essuya les mains sur son ciré. « Et si celui qui la poursuit vient jusqu'ici ? Douarnenez, c'est pas Paris, patron. On ne peut pas cacher une femme enceinte longtemps dans une ville où tout le monde se connaît. » Son inquiétude était légitime, mais Henri avait déjà réfléchi à cette éventualité. « Justement, Michel, ici elle sera entourée de gens qui la protégeront. Tu connais les Bretons ?
On n'aime pas beaucoup les étrangers qui viennent chercher des noises, surtout quand il s'agit de s'en prendre à une femme enceinte. Henri sourit pour la première fois depuis des heures. Et puis, ma maison est isolée, face à la mer. On voit arriver les visiteurs de loin. Élise s'éveilla au moment où le Marie-Claire accostait définitivement, ses yeux sombres s'ouvrant lentement sur ce nouveau chapitre de sa vie. Elle sembla désorientée quelques instants, puis la réalité de sa situation lui revint progressivement. Henri la vit porter instinctivement ses mains à son ventre, ce geste protecteur qu'il avait remarqué dès leur première rencontre. « Nous sommes arrivés », annonça-t-il doucement en s'accroupissant près d'elle. « Bienvenue à Douarnenez, Madame Élise. Ce n'est peut-être pas Londres, mais c'est un endroit sûr où vous pourrez reprendre des forces. » Il lui tendit une main ferme pour l'aider à se lever, notant la délicatesse de ses doigts et les traces de bagues récemment retirées qui marquaient encore sa peau. « Je ne sais pas comment vous remercier », murmura Élise en acceptant son aide pour se mettre debout. Ses jambes tremblaient encore, autant à cause de l'épuisement que de l'émotion. « Vous risquez vos vies pour une parfaite inconnue. Vous m'offrez un toit. Pourquoi faites-vous tout cela ?» Sa question était légitime, et Henri comprit qu'elle avait besoin d'une réponse honnête pour pouvoir lui faire confiance. « Parce que, » répondit Henri en l'aidant à enfiler un ciré que Jean-Luc avait apporté, « il y a 5 ans, j'ai perdu ma femme Marie dans un accident de voiture. J'étais en mer, obsédé par ma pêche, et je n'ai pas répondu à ses appels cette nuit-là. Elle se sentait seule. Elle est sortie sous la pluie. » Il marqua une pause, sa voix s'étranglant sur ses souvenirs douloureux. « Peut-être que sauver votre enfant me donnera l'occasion de racheter ma faute. » Élise le regarda avec une expression de compréhension profonde, reconnaissant dans les yeux d'Henri cette douleur particulière que portent ceux qui ont perdu un être cher. « Marie, c'était le nom de votre bateau, » observa-t-elle avec intuition. « Elle aurait été fière de voir ce que vous faites aujourd'hui. Sauver des vies, c'est le plus beau des hommages qu'on puisse rendre à quelqu'un qu'on a aimé. » Ces mots simples touchèrent Henri plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Personne depuis la mort de Marie n'avait su trouver les paroles justes pour apaiser sa culpabilité. Cette jeune femme qu'il connaissait à peine venait de lui offrir quelque chose que des années de solitude n'avaient pas réussi à lui apporter, une forme de rédemption et d'espoir. L'ascension vers la maison d'Henri se fit lentement, Élise s'appuyant sur son bras solide tandis qu'il gravissait le sentier escarpé qui menait à la demeure de pierre grise, perchée sur la falaise. La maison, construite par le grand-père d'Henri dans les années 1920, dominait la baie de Douarnenez, ses fenêtres offrant une vue imprenable sur l'océan Atlantique. C'était une bâtisse robuste et chaleureuse, avec ses murs épais conçus pour résister aux tempêtes et ses volets bleus patinés par les embruns. « C'est magnifique », souffla Élise, en découvrant le panorama qui s'offrait à elle. Malgré sa fatigue et ses inquiétudes, elle ne put s'empêcher d'être émue par cette beauté sauvage et apaisante. Marie devait adorer vivre ici. Sa remarque spontanée révélait une sensibilité que Henri apprécia immédiatement, comprenant qu'elle savait instinctivement honorer la mémoire de sa défunte épouse. Elle disait toujours que c'était la plus belle vue de Bretagne, confirma Henri en ouvrant la porte d'entrée, une émotion contenue dans la voix. Elle passait des heures à regarder la mer en m'attendant. Maintenant, c'est vous qui allez pouvoir profiter de ce spectacle. Il alluma les lumières de l'entrée, révélant un intérieur simple mais chaleureux, décoré dans un style authentiquement breton. Des photos de Marie ornaient encore les murs, témoignant d'un amour qui avait survécu à la mort. Élise observa discrètement ces photos, découvrant le visage souriant d'une femme brune, aux yeux pétillants qui semblaient rayonner de bonheur. Elle comprit immédiatement qu'Henri avait vécu un grand amour, et cette certitude la rassura sur les intentions pures de cet homme qui lui offrait refuge. Elle était très belle, murmura-t-elle avec sincérité, et elle avait l'air heureuse. C'est rare de voir autant de bonheur dans un regard. Elle l'était, confirma Henri en guidant Élise vers la chambre d'amis qu'il avait préparée mentalement pendant le trajet. Du moins jusqu'à ce que mes absences répétées commencent à la peser. Les derniers mois ont été difficiles entre nous. Elle voulait que je pêche moins, que je reste plus souvent à terre. Il s'arrêta devant la porte d'une chambre claire et accueillante, avec une fenêtre donnant sur la mer et un lit douillet préparé avec des draps propres. « Voici votre chambre. Vous y serez tranquille. » Élise entra lentement dans la pièce, touchée par l'attention d'Henri. Des fleurs séchées parfumaient discrètement l'espace, et une pile de vêtements propres attendait sur la commode. « Vous n'êtes pas obligé de me donner les affaires de votre femme, » protesta-t-elle doucement. « Je ne veux pas. » Marie aurait insisté, l'interrompit Henri avec un sourire triste mais sincère. Elle avait toujours eu un cœur grand comme l'océan pour les gens en détresse. Accepter ses vêtements, c'est lui rendre hommage.
Il marqua une pause à la porte. « Demain, nous irons voir le docteur Kerven au village. Il faut s'assurer que votre bébé va bien après ce que vous avez enduré. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de Marie, Henri ne se sentit pas complètement seul dans sa grande maison face à la mer. Élise dormait paisiblement dans la chambre voisine, et cette présence humaine, cette responsabilité nouvelle, réveillait en lui des sentiments qu'il avait cru définitivement enfouis. Il regardait l'océan par sa fenêtre, écoutant le murmure éternel des vagues contre les rochers, et sentait qu'un nouveau chapitre de sa vie venait de commencer. Un chapitre où il aurait peut-être enfin la chance de se racheter et de donner un sens nouveau à ses blessures anciennes, où la solitude qu'il avait rongée pendant 5 longues années pourrait enfin laisser place à quelque chose de plus lumineux et de plus humain. Chapitre 4. Le miracle de la vie. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le sauvetage d'Élise, et la routine paisible qui s'était installée dans la maison d'Henri fut brutalement interrompue par un cri de douleur qui résonna dans toute la demeure. Il était 3 heures du matin quand Élise le réveilla, ses contractions ayant commencé de manière inattendue et violente. La tempête qui grondait à nouveau au dehors semblait faire écho à la tempête intérieure que vivait la jeune femme. « Henri, Henri, aidez-moi » cria-t-elle depuis sa chambre, sa voix mêlant panique et détermination. Le capitaine se précipita vers elle, encore endormie mais immédiatement alerte face à l'urgence de la situation. Il la trouva agrippée au rebord de la fenêtre, le visage livide mais les yeux brillants d'une force nouvelle qu'il ne lui avait jamais vue auparavant. « Le bébé arrive » halta-t-elle entre 2 contractions. « C'est trop tôt, mais il arrive quand même. Je le sens, Henri. Je le sens qui veut naître. » Ses mains tremblaient, mais sa voix portait cette détermination farouche des mères qui luttent pour la vie de leur enfant. Henri comprit immédiatement que le temps manquait pour rejoindre l'hôpital de Quimper et que le destin avait décidé que cet enfant naîtrait ici, dans cette maison face à la mer. « D'accord, Élise. On va s'en sortir ensemble », déclara Henri avec cette autorité calme qu'il utilisait autrefois pour rassurer son équipage dans les moments critiques. Il l'aida à s'allonger sur le lit, ses gestes précis malgré l'émotion qui l'envahissait. « J'ai aidé à mettre bas les animaux de la ferme quand j'étais gamin. Un bébé, c'est pareil, mais en plus miraculeux. » Les heures qui suivirent furent les plus intenses de la vie d'Henri. Il encouragea Élise, lui tenant la main, lui murmurant des mots apaisants en breton que sa propre mère utilisait autrefois pour le consoler. Dehors, la tempête faisait rage comme si la nature elle-même participait à cet événement extraordinaire. Et quand enfin, au lever du soleil, les cris d'un nouveau-né résonnèrent dans la chambre, Henri sentit quelque chose se briser et se reconstruire simultanément dans son cœur. « C'est une fille », murmura-t-il les larmes aux yeux, tenant délicatement le petit être qui venait de faire son entrée dans le monde. Une magnifique petite fille. Élise, épuisée mais rayonnante, tendit les bras vers son enfant, et Henri déposa doucement le bébé sur sa poitrine. À cet instant précis, en voyant le sourire éblouissant d'Élise et en entendant les premiers cris de vie de cette petite fille, Henri comprit que Marie lui avait envoyé cette chance de rédemption. « Comment allez-vous l'appeler » demanda-t-il doucement, encore bouleversé par ce qu'il venait de vivre. Élise caressa tendrement les cheveux fins de sa fille, ses yeux brillants de larmes de joie et de gratitude. « Marie » répondit-elle sans hésitation. « Marie, en l'honneur de votre épouse qui nous a menés jusqu'à vous, et Claire, en hommage à votre mère. Marie-Claire, comme votre bateau. » Henri sentit son cœur se serrer d'émotion. Cette femme qu'il avait sauvée des eaux venait à son tour de le sauver de sa solitude et de sa culpabilité. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de cette naissance miraculeuse se répandit dans tout Douarnenez. Les habitants du port, d'abord curieux et méfiants envers cet inconnu, furent touchés par l'histoire de ce sauvetage et de cette naissance qui avait redonné vie à leur capitaine bien-aimé. Jean-Luc et Michel devinrent les parrains officieux de la petite Marie-Claire, et toute la communauté maritime se mobilisa pour protéger cette nouvelle famille improvisée. 6 mois plus tard, Henri regardait Élise bercer sa fille sur la terrasse face à la mer, et il souriait avec une sérénité qu'il n'avait pas connue depuis des années. L'homme qui l'avait poursuivie n'avait jamais réussi à la retrouver, protégée qu'elle était par la solidarité bretonne et l'amour d'un capitaine qui avait trouvé sa seconde chance. La tempête qui les avait réunis avait finalement apporté le plus beau des cadeaux. Une nouvelle famille née de la compassion, du courage et de l'espoir. Parfois, quand le vent de l'ouest soufflait plus fort que d'habitude, Henri trouvait Élise debout devant la fenêtre, berçant Marie-Claire endormie, ses yeux fixés sur l'horizon infini. Dans ces moments-là, il savait qu'elle pensait encore à sa vie d'avant,
au chemin qu'elle avait dû abandonner pour protéger son enfant. Mais quand elle se tournait vers lui avec ce sourire paisible qu'elle avait développé au fil des mois, Henri comprenait que certaines tempêtes, même les plus violentes, nous mènent exactement là où nous devons être. Le Marie-Claire continuait ses sorties quotidiennes, mais désormais Henri rentrait toujours avant le coucher du soleil. Jean-Luc et Michel plaisantaient en disant que leur capitaine était devenu un homme de terre, mais ils voyaient en bien dans ses yeux cette lumière nouvelle qui brillait depuis cette nuit d'octobre, où il avait sauvé bien plus qu'une vie. Et chaque soir, quand les 3 phares de la baie s'allumaient tour à tour dans la brume du crépuscule, la petite Marie-Claire s'endormait au son des vagues et des berceuses bretonnes qu'Henri fredonnait de sa voix grave, ces mêmes mélodies que sa mère chantait autrefois et que Marie avait tant aimées, dans cette maison face à la mer, où les souvenirs du passé dansaient avec les promesses de l'avenir. La vie avait finalement trouvé son chemin vers la lumière.